Il y a le cas du Sénégal où on nous dit oui, mais il y a la démocratie libérale qui marche aussi, on le voit avec le Sénégal. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont fait que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont pu passer. On va saisir le désintérêt de Trump, on va saisir cette chance-là pour accentuer ce processus d'autodétermination de la population. Aujourd'hui, il ne peut pas avoir d'échanges commerciaux sans que ceux qui veulent faire du commerce avec nous soient dans cette démarche d'accentuer le processus d'accompagnement technologique. Et ce n'est pas quelque chose qui nous lie à l'Occident uniquement. Avec tous les pays avec lesquels, que ce soit avec l'Inde, que ce soit avec la Russie, que ce soit avec la Turquie, que ce soit avec la Chine, que ce soit... Je veux dire, l'Occident, quand vous regardez la carte du monde, c'est une minorité du monde. Il faut qu'on se le dise aussi. Dans cette excellente interview de Kémy Séba sur la situation de l'Afrique et des Noirs à travers le monde, donc du monde noir, il donne des conseils pratiques pour qu'on se libère au plus vite et qu'on sorte de toute forme de dépendance envers qui que ce soit. Il va expliquer en quoi est-ce que Donald Trump est une aubaine pour l'Afrique. Pourquoi est-ce que ce dernier mandat de Trump est le moment idéal pour l'Afrique et les Antilles de se débarrasser des oppresseurs. Et de tous ceux même d'ailleurs qui sont encore oppressés, l'approche qu'il présente est stratégique. Trump ne va pas gérer le monde noir. Donc il ne va pas activement mettre de la puissance et l'influence des États-Unis pour contrecarrer des actions de libération. Certes, il a néanmoins des intérêts en Afrique. Les États-Unis ont beaucoup d'intérêts en Afrique. Certes, ce n'est pas comme s'il va se contenter d'ignorer l'Afrique. Ce qu'il essaie de faire comprendre, c'est qu'il n'a pas assez d'intérêt pour le monde noir au point d'y consacrer beaucoup d'énergie et beaucoup de budget. Pour Trump, l'ennemi est ailleurs. L'ennemi, c'est l'Asie, particulièrement la Chine. Il ne perçoit pas le monde noir comme étant un danger. Donc, il ne va pas se donner pour le monde noir. Après ça, il parle des questions qui lui ont été posées quand les agents des services secrets français l'ont capturé, l'ont kidnappé, parce que oui, c'était un kidnapping. Et en gros, il raconte comment s'est déroulé l'interrogatoire. Ensuite, il s'exprime sur les multiples coups d'État en Afrique, disant que le phénomène s'explique par le fait que c'est la seule manière d'avoir des États souverains en Afrique. La seule manière pour les populations de participer à l'émanation de leur pays, à l'émanation de leur civilisation. Très souvent, et on le sait, les élections ne servent à rien, vu que ce sont ceux qui sont validés par l'Occident qui arrivent au pouvoir. Et il prend le cas particulier de Sonko et Diomaye Faye pour dire qu'eux-mêmes, pour pouvoir arriver au pouvoir, ont dû passer des deals avec des puissances occidentales. Et que ce n'est pas ce qu'il faut pour l'Afrique. Il faut une Afrique complètement souveraine de toute influence extérieure. Quand une Afrique prend sa décision, c'est pour elle avant tout. Kémy Séba va également s'exprimer sur sa relation actuelle avec Tiani, le chef d'État du Niger, expliquant à quel point c'est un soutien pour les différentes luttes que nous sommes en train de mener. On nous faut aussi comprendre la dépendance des pays occidentaux envers l'Afrique, avec pour l'objectif qu'on mette bien ça dans nos esprits. L'Occident a infiniment plus besoin de l'Afrique que l'Afrique n'a besoin de l'Occident. Comprenons une chose, ce qui manque en Afrique, c'est les compétences techniques. Mais ce savoir, cette compétence, on peut l'acquérir en Russie, en Chine, au Japon, en Inde, au Brésil, à Singapour et j'en passe. Or, ce que l'Afrique possède, l'Occident ne peut l'avoir nulle part. Ça nous met en position de force dans toute forme de négociation. Et on doit mettre ça dans nos esprits, on doit mettre ça dans nos crânes quand on pense au développement de l'Afrique. On n'a pas plus besoin de l'Europe que l'Europe n'a besoin de nous, c'est faux. L'Occident a infiniment plus besoin de l'Afrique. Le côté paternaliste des dirigeants comme Macron ne doit effrayer personne. C'est d'ailleurs son arrogance qui a conduit à la situation actuelle dans l'AES. Ils n'ont pas grand chose à nous apporter en dehors des leçons de morale bateau et des médiocrités. Et en fin d'interview maintenant, il parle de lui. Il parle de ses différentes mutations internes, ce qu'il était avant et comment est-ce qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Je vous laisse avec ce résumé d'interview. La version intégrale est disponible sur la chaîne YouTube Omerta. Ça dure 50 minutes. Donc là, vous voyez, c'est un gros résumé que j'ai fait. Trump, l'Empire contre-attaque. Le titre est bien trouvé. Moi, je fais partie de ceux qui ont une démarche de distance critique sur tout ce qui a trait aux événements américains. Parce que, comme on a coutume de le dire, l'Amérique, même si elle se veut l'être, n'est depuis longtemps plus le centre du monde. C'est important qu'on se le rappelle. C'est pour ça que j'avais des interviews, notamment d'Éric Morillo, qui voulait que je réagisse durant la nuit. Je salue Éric, que je réagisse pendant la nuit des élections sur les élections américaines. Et je dis non, mais à cette heure-ci, je dors. C'est pas mon centre de gravité. Mais, une fois qu'on a dit cela, moi, je pense que Trump est un problème, est un bug dans la matrice du néolibéralisme sociétal, parce qu'on a toujours tendance à parler du néolibéralisme économique, mais moi j'essaie de voir les choses de manière globale. Quand je m'attaque à un système, j'aime pas m'attaquer à une facette et à laisser l'autre. Donc sur le terrain du néolibéralisme sociétal, ce que certains vont appeler le progressisme dégénéré, d'autres vont appeler avec leur terme à eux le wokisme, qui veut tout dire et rien dire en réalité. Mais sur le terrain du néolibéralisme sociétal, Trump est un problème pour eux. Maintenant, sur le terrain du néolibéralisme économique, comme beaucoup d'autres, il en est un champion
Il a fait sa fortune sur ce courant. Est-ce qu'il sera une chance pour le monde? Moi, je ne le crois pas. J'ai en mémoire quelqu'un que j'avais eu l'occasion de rencontrer lors de mes nombreux voyages en Iran, Qassem Soleimani, que la paix soit sur lui, paix à son âme, qui était un géant en Iran, un géant de la résistance face à l'impérialisme, et qui a été assassiné sur demande de Trump, même si en réalité on sait que Trump recevait sur ce terrain-là, d'après ce que certains disent, des pressions du Deep State. Donc Trump sera moins interventionniste que les démocrates, de manière factuelle, parce que les démocrates feront les justiciers du monde, mais sont en réalité les plus grands colons du monde, en tout cas a fortiori depuis ces dernières années. Ce sont les tenants de ce globalisme-là néolibéral sur le terrain sociétal, de cette uniformisation du monde, de ce mondialisme. Et sur le terrain de la Chine, je pense que ça ne sera pas une bonne nouvelle pour les Chinois. Pour le Moyen-Orient, Proche-Orient, pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour eux. Pour la Russie, ça va être une très bonne nouvelle. Pour les Africains, tous ceux qui considèrent que l'Afrique n'est pas une priorité, c'est bon pour nous. Parce qu'on en a marre d'être une priorité pour les autres. Quand les autres nous considèrent comme des priorités, c'est souvent comme des priorités coloniales. Donc on va saisir le désintérêt de Trump, on va saisir cette chance-là pour accentuer ce processus d'autodétermination de la population. Quel est l'intérêt pour l'État français de cibler votre personnalité? On mène un combat depuis 25 ans pour la défense du droit de nos populations, un combat qui a commencé par une lutte au sein de la diaspora et qui s'est élargi au fur et à mesure de mes migrations sur le continent africain, qui s'est globalisé dans cette dynamique panafricaniste qui est la nôtre. Vous ne croyez pas possible que cette cause puisse être audible, et elle est devenue, in fine, massivement audible, à tel point qu'on est suivi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le monde physique, par des millions de gens. Et c'est quelque chose qui préoccupe très clairement les autorités françaises. Ils nous ont reproché de vouloir porter atteinte à la sûreté de l'État, de vouloir créer une hostilité vis-à-vis de l'État français et d'être in extenso en collaboration avec des États, grosso modo, ennemis ou des entités ennemies à la France. Qui, d'après ce qu'eux disent, donc ils nous ont interrogés sur la Russie, sur l'Iran, sur Wagner, sur le Hezbollah. Et moi, je leur ai rappelé une chose qui est très simple. Urgence panafricaniste est une organisation née en Afrique, d'accord? À moins que l'Afrique soit encore un territoire colonisé, nous sommes libres de travailler avec qui nous voulons, d'avancer comme nous le voulons. Et si nous étions une structure qui voudrait porter atteinte aux intérêts de l'État français, il faudrait déjà qu'on questionne quels sont les intérêts de l'État français. Est-ce que le franc CFA, qui a un système monétaire colonial, ce sont les intérêts fondamentaux de l'État? Est-ce que les bases militaires françaises qui sont installées sur nos territoires et qui n'ont rien à y faire, De Gaulle avait refusé qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine reste trop longtemps sur le territoire français. Pourquoi est-ce que De Gaulle l'a accepté pour les Français? Pourquoi les Africains, eux, n'auraient pas le droit de prôner cette réalité-là pour eux? Est-ce que c'est un souverainisme à géométrie variable? C'est une question que l'on peut se poser. Donc, est-ce que les intérêts fondamentaux de l'État, c'est dire que, oui, les bases militaires françaises doivent rester en Afrique, près de là où il y a l'accès aux ressources, ou à d'autres endroits? Je ne le pense pas. Donc, quand ils me posaient ces questions, les gens des services secrets, je leur répondais de la manière la plus simple. Définissons déjà c'est quoi que vous appelez les intérêts fondamentaux de l'État. Nous luttons contre le colonialisme. Si vous estimez que le néocolonialisme, c'est les intérêts fondamentaux de l'État, c'est sûr qu'on ne va pas être d'accord. Et on ne va pas être ensemble. Et on risque en effet d'être des ennemis. Mes ennemis sont ceux qui se rangent derrière ces intérêts néocoloniaux-là en tant que tels. Et à partir de ce moment-là, on avance et on y voit beaucoup plus clair. Petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 € et moins de 10 €. La souscription de 3 € vous donne accès à une analyse de l'actualité exclusive. Et avec celle de 10 €, en plus de l'analyse exclusive, vous aurez droit à un documentaire hebdomadaire. Tous les membres de la chaîne peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus d'une centaine de vidéos qui ne sont plus disponibles. De quoi bien vous occuper. Et pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, ma formation est toujours disponible. Je vous laisse toutes les informations en description. L'armée est la seule issue pour ces populations africaines, pour le Mali, le Burkina, le Niger par exemple. Moi je suis un amoureux des mots. Demos Kateng, pouvoir du peuple, pouvoir du peuple. Et par rapport à cette réalité-là, le pouvoir du peuple s'exprime de différentes façons. Je pense qu'on doit être capable aussi de l'entendre, de l'accepter, de le décrire. Il se trouve que dans nos sociétés colonisées, néocolonisées, on est dans une démarche où le processus électoral et le système démocratique tel qu'on le connaît est une
illusion. C'est une illusion de l'esprit, c'est une illusion d'optique. Et aujourd'hui, pour être élu, avant d'aller aux élections, vous devez déjà passer par l'occidentale sélection. Si vous n'êtes pas validé à Paris ou dans les chancelleries d'Occident, vous avez toutes les chances de ne pas pouvoir accéder par la suite aux élections dans nos pays. Parce que nos élections sont issues de cette, comment dirais-je, uniformisation du monde voulue par l'oligarchie occidentale qui place à la tête d'un certain nombre d'États des gens qui vont dans le sens de ses intérêts. Et donc, dans nos pays, dans le cadre électoral strict, vous ne pouvez pas arriver aux élections sans passer par la validation de l'Occident. Or, ceux qui veulent se débarrasser de cette influence occidentale n'ont aucune chance d'arriver au pouvoir, même s'ils sont parfois, et très souvent c'est le cas, plus populaires au sein de l'opinion publique que les entités qui sont sélectionnées et cooptées d'abord par l'Occident. Je prends un exemple simple. Vous pensez que Thomas Sankara aurait été président si, durant cette période, certains disent post-coloniale, que j'appelle néocoloniale, il devait passer par le système électoral? Il ne l'aurait pas été. Tout le monde le sait. Et c'est pour ça qu'il a été obligé de faire un coup d'État. Kadhafi aurait-il été le guide de la Jamaria s'il avait dû passer par des élections? Je n'en suis pas certain. On vit dans des systèmes, bon, la Libye est un peu différent, j'en conviens, mais on vit dans des systèmes où, sauf exception, et même les exceptions méritent d'être étudiées avec profondeur. Il y a le cas du Sénégal où on nous dit oui, mais il y a la démocratie libérale qui marche aussi, on le voit avec le Sénégal. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont fait que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont pu passer. Malgré leur popularité bien supérieure à celle du camp d'en face, s'il n'y avait pas eu à un moment donné un certain nombre d'échanges qui étaient effectués avec le camp adverse, ils n'auraient pas pu passer. Ça ne veut pas dire qu'ils ont vendu leur âme, ou que ça, je ne rentre même pas dans ces débats-là, je ne suis pas dans ce cadre-là, mais je dis que la démocratie libérale qu'on nous vend est aujourd'hui un mythe. Et que quand nous n'avons pas la possibilité de passer par la porte, eh bien, l'être humain a la capacité de grimper et de passer par la fenêtre. Et dans nos pays, malheureusement, qui restent à être décolonisés, on est souvent obligé de passer par la fenêtre ou par le tour. On vous sait très proche du chef d'État du Niger. Certains parlent de conseiller. Quelle est votre position, en sachant qu'il s'agit d'un militaire qui est arrivé au pouvoir à la suite d'un putsch? Quel est votre rapport? Quel est le regard que vous apportez sur ce personnage? Et quel est votre intérêt? Mon intérêt, c'est la souveraineté africaine. Pour commencer, je pense que c'est le plus important. Le général Tiani est comme un père politique sur le terrain institutionnel pour moi. C'est quelqu'un que je respecte intensément. Et c'est quelqu'un qui est en train de donner au Sahel une orientation politique très importante avec Assimi Goïta, le général Assimi Goïta, avec le capitaine Ibrahim Traoré. Et moi, en tant que leader d'opinion panafricaniste, je suis un trait d'union entre l'opinion publique panafricaniste et les autorités du Niger, tout simplement. Et notre rôle, c'est de faire en sorte de continuer à défendre cette souveraineté africaine, ce panafricanisme, que ce soit au Sahel, mais que ce soit partout dans le monde, partout où notre peuple est installé. Et j'aime beaucoup cet exemple dans la relation entre le Tché et Fidel Castro. Le Tché, à un moment, dans cette dimension bolivariste, est parti propager le bolivarisme partout dans le monde. Quels que soient les liens qu'il avait avec Fidel Castro, sa démarche était celle-ci. Moi, ma démarche est de propager le panafricanisme partout. Nous pouvons, partout, nos populations sont installées. Ça nous fait parfois retrouver dans des endroits insoupçonnés. On était il y a quelques temps, l'année dernière, à Quibdó, en Colombie, dans des ghettos noirs, des ghettos afro-colombiens, où les populations vivent encore comme si elles avaient été déportées il y a peu de temps à peine du continent africain, avec des cultures africaines préservées de manière extraordinaire. Notre rôle, c'est d'être là où notre peuple a besoin de nous et de tout faire pour le défendre. Et c'est ce pourquoi le général Tiani m'a donné ce passeport diplomatique pour que je puisse, malgré les barrages que le système néocolonial me met, que je puisse circuler partout. Et parce que je pense qu'il comprend la lutte qui est la nôtre et nous sommes dans cette démarche d'autodétermination et c'est ce qui fait que c'est une fierté pour moi d'avoir ce lien avec les autorités du Niger. Et c'est une très grande fierté pour moi de voir en direct l'œuvre du général Tiani et des membres du CNSP. Mais je fais partie de ceux qui pensent que on ne peut pas concevoir la politique et
la souveraineté sans concevoir aussi le lien avec la terre. Et quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est être capable aussi de tourner nos populations vers les ressources réelles qui sont dans nos sols et pousser nos populations, comme disait Thomas Est-ce que sur Sankara, à justement être dans une optique de prendre soin de chacun des citoyens. Dieu n'a pas mis les populations sur leur terre, sur le territoire, sans qu'ils aient accès à quelque chose qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir profondément. Donc la question de la natalité, réduire en disant que si vous avez trop d'enfants, vous risquez d'être dans une pauvreté extrême, ça c'est un logiciel de gens qui en réalité ont peur d'une marée noire qui risque de se déverser de l'autre côté du continent. Je vous dirais qu'entre marées qui se déversent, il y a une certaine époque, c'était l'Occident qui s'est déversé sur le reste de l'humanité, avec perte et fracas. Donc les marées vont dans tous les sens. Il y a une dépendance à l'Occident sur les technologies, et l'Occident a une dépendance à l'Afrique sur les ressources qui permettent de créer la technologie. Donc Bien sûr. la vie est une interaction. Comme dirait l'autre, nous sommes le temps, ils ont la montre. Mais le temps sans la montre n'est rien, et la montre sans le temps n'a pas grand-chose en termes d'utilité. Ah, bah, carré. Donc, moi je pense que, et c'est ce qu'on dit toujours lorsqu'on est en interaction avec bon nombre de pays, qu'aujourd'hui il ne peut pas avoir d'échanges commerciaux sans que ceux qui veulent faire du commerce avec nous soient dans cette démarche d'accentuer le processus d'accompagnement technologique. Et ce n'est pas quelque chose qui nous lie à l'Occident uniquement. Avec tous les pays avec lesquels, que ce soit avec l'Inde, que ce soit avec la Russie, que ce soit avec la Turquie, que ce soit avec la Chine, que ce soit... Je veux dire, l'Occident, quand vous regardez la carte du monde, c'est une minorité du monde. Il faut qu'on se le dise aussi. Donc il y a une multitude de pays qui peuvent nous permettre d'avancer sur ce terrain-là. Le continent africain regorge de richesses. Je prends l'exemple des minerais du sang, d'ailleurs, qui doivent être... ce problème doit être réglé au Congo, en RDC. Il n'y a pas de portable aujourd'hui. Il n'y a pas de bon nombre de choses qui se créent aujourd'hui sans ces minerais-là. Donc, l'Afrique n'a pas à rougir ou à blanchir d'une quelconque dépendance parce que l'humanité est dépendante de l'Afrique sur bon nombre de points. Maintenant, on doit être capable, nous aussi, de pouvoir nous frayer notre propre chemin, un chemin souverain et un chemin réel de partenariat sincère avec des entités qui comprennent qu'il n'y a de croissance que lorsque tout le monde est gagnant. Sans quoi on risque d'être tous tôt ou tard en difficulté. Il y a eu récemment l'expulsion de l'ambassade française du Niger. Comme on était sur le terrain. Comment expliquez-vous cette situation et est-ce que c'est nécessaire d'arriver à un tel niveau de rupture Il faut demander à Macron est-ce que c'était nécessaire d'en arriver là. Un dirigeant plus raisonnable n'aurait pas fait le forcing que Macron a fait. Macron a voulu faire attaquer le Niger en convoquant le président de mon pays, Patrice Talon, et les autres CEDEAO en leur disant il faut attaquer le Niger. Et c'est parce que nous avons mobilisé l'opinion publique africaine de manière massive et spectaculaire. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là précis que les autorités françaises, notamment sous l'égide de Cédric Debon, ont pris leurs responsabilités pour enclencher la procédure visant à me déchoir de la nationalité française. Parce qu'ils ont vu ce qu'on faisait, ils ont dit non, lui on ne peut pas le laisser. On a, de manière massive et extraordinaire dans toute l'Afrique francophone, mobilisé l'opinion publique pour qu'on fasse barrage contre cela. Et je pense que c'est ce qui nous a encore plus rapprochés avec les autorités du Niger en tant que telles. Il faut qu'on puisse le dire. Donc, je pense que si on avait eu du côté de la France un interlocuteur plus raisonnable, plus rationnel, et moins paternaliste, et moins néocolonialiste, jamais on n'aurait été à d'autres extrémités. Il serait parti de toute façon. Regardez, les Américains sont partis, ça ne s'est pas fait dans ces conditions-là. Mais l'armée américaine est partie. Ça s'est fait intelligemment, en toute intelligence. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient contents, mais ça s'est fait. Mais l'autre, il reste, on lui dit de partir, il reste jusqu'à ce qu'on les prive de pain au chocolat. À un moment donné, les responsables, ce n'est pas de notre côté. Si la population française avait des dirigeants qui avaient la compréhension de la chose de l'État, qui avaient la compréhension de l'honneur de l'État, jamais un dirigeant français n'aurait accepté de faire le forcing de cette façon quand d'autres vous disent de partir. Moi, si on me dit de partir, on me dit de partir. Est-ce que cette position vous met en position de personnalité qui met en avant plus une ethnie ou une origine plutôt que... Je me bats pour mon peuple, j'ai le droit. Voilà. Pourquoi quand les autres se battent pour leur peuple, vous ne dites pas qu'ils sont suprémacistes? Moi, on a eu beaucoup de rencontres
bon, avec le ministre des Affaires étrangères, excusez-moi, avec le ministre des Affaires étrangères du Hezbollah, le chargé de relations internationales du Hezbollah, j'ai beaucoup été touché par son amour de son peuple et son amour de la justice. Est-ce que c'est un suprémaciste parce qu'il se bat pour son peuple? Donald Trump, bon, c'est peut-être pas le bon exemple, mais il a dit Make America Great Again. Pourquoi vous ne dites pas que c'est un suprémaciste? Pourquoi quand l'homme noir ou la femme noire décide de se préoccuper de leurs semblables, on dit que c'est des suprémacistes? Je ne comprends pas. Dans les années 60, on appelait ça le pouvoir noir, Black Power. Et il y a eu un glissement sémantique, peut-être c'est la traduction, de pouvoir noir, c'est devenu suprémacisme noir. On veut l'autodétermination de nos semblables, et c'est la même chose en 2024 pour moi que ça l'était en 1999. Donc, si c'est ça que vous appelez évolution, je suis désolé de vous dire que je n'ai pas évolué, et que je n'ai jamais été autant déterminé à ce que mes semblables, où qu'ils soient installés, puissent être dans une démarche de s'auto-déterminer. C'est très important pour lui. Maintenant, est-ce que mon regard est aussi est uniquement incarcéré dans le giron des conflits interidentitaires? Forcément, les voyages élargissent l'horizon, et quelqu'un qui commence à 19 ans, l'activisme politique n'est pas le même que celui qui en a 42, qui a commencé dans une audience groupusculaire, qui est aujourd'hui suivi par des millions de gens, qui a des responsabilités politiques aujourd'hui importantes sur un certain nombre d'aspects, que ce soit sur le terrain organisationnel dans le cadre panafricaniste ou dans le cadre de mes liens avec certaines autorités précitées. Il est évident que je ne peux pas avoir le même regard que le jeune plein de fougue de 19 ans. Aujourd'hui, j'ai tendance à avoir du recul sur les choses. Je ne vois pas les choses uniquement en noir et blanc. Il y a des gens qui sont blancs dont je suis beaucoup plus proche que des gens qui sont noirs et que je considère comme des adversaires. Je me sens plus proche d'un Juan Branco, militant d'extrême gauche, anti-impérialiste, que je me sens proche d'un Patrice Talon, homme noir, président de mon pays, mais qui est pour moi un politique. Voilà, je pense qu'on peut être très clair dessus. Donc je crois qu'on doit, chacun doit comprendre que la complexité du monde, évidemment, ne se régit pas et ne se limite pas à une question de couleur. Moi, je juge les gens en fonction de leurs actions. Quand Hassan Nasrallah a été assassiné, il n'est pas du Bénin, il n'est pas d'Afrique, mais j'ai pas honte de dire, je pleure très rarement, mais j'ai pleuré de rage. Je peux avoir le droit de le dire. J'ai rencontré des cadres du Hezbollah, je n'ai jamais rencontré lui, parce qu'il était surprotégé et que c'était nécessaire qu'il le soit, mais les autres l'étaient aussi, hein, d'ailleurs. Un jour, j'écrirai d'ailleurs sur ces anecdotes. Mais c'était une figure de résistance. Et moi, l'héroïsme, quelle que soit sa couleur, quel que soit son sexe, que ce soit un homme ou une femme, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa taille, quelle que soit son ethnie, me touche. Parce que j'essaie d'être dans ce cadre héroïque, dans le cadre du combat pour l'autodétermination de mes semblables. Donc voilà, la dignité, elle est transraciale, elle est transidentitaire. Ça n'empêche pas que je tiens compte du réel, et que l'histoire de mon peuple est particulière.